Les Russes à l'offensive sur le terrain militaire, mais aussi sur le terrain de l'information. On l'a vu il y a quelques jours avec la diffusion d'un enregistrement confidentiel d'officiers allemands. Cela touche aussi les médias comme France 24. Bonjour Valentin Châtelet. Merci d'être Bonjour. en direct. Vous êtes chercheur associé pour The Atlantic Council, pour lequel vous avez coécrit un rapport d'une cinquantaine de pages extrêmement fouillé sur la guerre informationnelle que mène la Russie. Guerre qui n'a qu'un objectif, affaiblir l'Ukraine et pousser ses partenaires à lâcher le pays. Avant de vous entendre, je vous propose un exemple très frappant pour bien comprendre ce qui est en jeu. C'était début février, une vidéo circule sur Internet, elle fera des millions de vues extraits. Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, cette tentative a été stoppée par les services secrets français, qui ont réussi à intercepter la correspondance et les appels des participants à une provocation potentielle. Selon la source, selon l'idée des dirigeants ukrainiens, l'attaque aurait dû attirer à nouveau l'attention de l'opinion publique mondiale sur l'Ukraine et permettre une augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont prévu de rejeter la responsabilité de l'attaque du président français du côté russe pour accuser le pays de méthodes terroristes de guerre. Voilà pour cette vidéo complètement inventée avec les décors de France 24, avec ma voix truquée, puisque je n'ai jamais prononcé ces mots, cette phrase. C'est ce qu'on appelle un fake news, un deepfake. Valentin Châtelet, est-ce que vous y voyez la main des Russes ? Oui, alors c'est une technique qui est relativement ancienne si on s'intéresse à la guerre en Ukraine et en général, on la retrouvait vraiment dans les médias ukrainiens de la part des Russes pour se faire passer pour des diplomates ukrainiens afin de s'attaquer au soutien des civils pour leurs autorités. Et on avait vu des deepfakes depuis le début de la guerre qui avaient principalement concerné le président Zelensky, mais aussi son ancien ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, et l'ancien président Petro Poroshenko. Cependant, c'est quand même assez remarquable de voir que ce deepfake s'attaque à un média occidental. On sait que la Russie s'attaque depuis très longtemps à des médias internationaux, qu'elle a déployé des opérations de désinformation et qui servaient à usurper l'identité des médias. Et elle n'est pas vraiment à son coup d'essai. On a eu une opération qu'on a appelée Doppelganger, qu'on observe depuis au moins septembre 2022, qui passe par la création de faux sites internet, de fausses pages sur les réseaux sociaux. Et depuis 2023, on a une autre opération qui est en cours, qui s'appelle l'opération Matryoshka, qui a été révélée par l'AFP. Et cette opération a produit de faux clips vidéo qui se font passer pour des reportages des médias d'autorité, en essayant de répandre de fausses nouvelles qui servent à l'agenda politique russe. Alors plus précisément sur ce deepfake-là, il est très intéressant de remarquer qu'il a été produit quelques jours après la publication de l'investigation de Viginum, l'organisation française qui combat la désinformation. Et cette vidéo a vraiment tout de suite été débunkée. Cependant, le site qui avait publié cette vidéo originellement était dans cette investigation de Viginum, et quelques jours plus tard, ce même site a publié un espèce de démenti en disant que cette vidéo était complètement fausse et qu'il s'interrogeait aussi sur sa source. Mais ce qui est surprenant, c'est que, alors il y a eu des démentis. France 24 a fait 2 chroniques pour démentir. J'ai moi-même été interviewé sur France Info pour démentir cette vidéo. Mais le doute, en fait, s'est instillé. Il y a même eu l'ex-président russe Medvedev qui l'a retweeté. En fait, c'est un emballement. Tout à fait. Et puis, on peut dire que les autorités russes participent complètement de cet appareil, d'utilisation de matériaux qu'ils produisent eux-mêmes afin de soutenir des volontés politiques. Et je pense que la Russie n'est pas vraiment à son coup d'essai avec la France. Alors, pas précisément avec ce deepfake, mais si vous vous souvenez de novembre 2023, on a une coordination entre le ministère des Affaires étrangères russe, des publications sur Telegram, etc., qui accusent la France d'avoir envoyé des mercenaires français qui seraient morts dans un hôtel à Kharkiv après un bombardement russe. On n'est pas vraiment à son coup d'essai et c'est vraiment orchestré. Alors, ce qui est tout à fait frappant avec ce deepfake-là, c'est qu'il est de très mauvaise facture. C'est que je pense qu'il est très facile de montrer que c'est du débunkage, mais on n'est pas vraiment habitué en Occident à ce que ça s'attaque à des médias traditionnels et est-ce que ça fasse l'usurpation d'identité d'un média d'autorité. Vous pensez que c'est le début d'une longue série de deepfakes qui s'attaquent aux médias mainstream ? C'est probable, cependant,
c'est pas vraiment la tendance que j'observe au quotidien. Au quotidien, on a plus des espèces de petites vidéos d'enquête que l'on peut voir, par exemple, comme des shorts vidéos YouTube ou ce genre de choses, qui sont complètement fausses. Dans l'opération Matryoshka, on avait vu que, par exemple, RFI avait été usurpé. C'était le cas de la BBC aussi. Et bon, plus généralement, ces vidéos ne sont pas vraiment virales. Elles le sont quand elles s'attaquent à des problématiques qui sont vraiment scandaleuses et quand elles ont des récits qui peuvent défrayer la chronique. C'est arrivé avec des vidéos de la BBC qui se faisaient passer pour des investigations de Bellingcat. Et donc à ce moment-là, ces vidéos sont devenues virales. Pour ce qui est des deepfakes, je pense que on risque de voir de nouveaux deepfakes apparaître à l'encontre de médias occidentaux. Ça me paraît un peu capillotracté, mais pourquoi pas. Oui. Ce qui ressort de votre rapport, Valentin Châtelet, c'est la volonté des Russes de saper le moral des Ukrainiens, mais aussi de leur porter préjudice. Est-ce que dans les faits, en quelque sorte, ça commence quand même à fonctionner? Il est difficile de dire que ça ne fonctionne pas quand on voit par exemple le ralentissement de la livraison de l'aide militaire et d'aide financière américaine. On parle de fatigue ou de lassitude par rapport au sujet ukrainien dans les médias et c'est sans doute une des conséquences également des opérations de désinformation que la Russie a déployées. Et c'est normal parce qu'elle s'attaque à des États occidentaux, aux États comme l'Allemagne, la France et les États-Unis qui sont les premiers pourvoyeurs de cette aide. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens ont dû se retirer d'Avdiivka. Euh, Vous portez également un chapitre très intéressant sur l'incroyable effort en quelque sorte des Russes pour investir l'Afrique. Vous dites qu'ils ont développé en gros deux canaux, l'un officiel, l'autre officieux, même si l'officieux parfois n'est pas si secret que cela. Pourquoi, selon vous, le Kremlin s'intéresse-t-il de près au continent africain? Si vous voulez, la relation que la Russie a avec l'Afrique est une relation qui est assez ancienne et elle s'y est intéressée par divers biais. Elle a des relations qui sont privilégiées avec certains États qui sont diplomatiques, économiques ou militaires. Et l'année 2023 a vraiment été une année couronnée de succès pour la Russie. Elle a eu un sommet qui s'appelle le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Elle a eu un sommet dédié à l'export d'armement, le sommet armé 2023. Et elle a participé au sommet des BRICS à Johannesburg en août 2023. Et donc la Russie recycle en fait des relations diplomatiques anciennes où elle utilise son narratif de puissance soviétique anticoloniale pour se faire passer pour un partenaire fiable, économique et humanitaire, et de ce fait, elle profite du retrait français. Vous parliez des liens officieux, et c'est tout à fait juste. Et pendant très longtemps, la société militaire privée Wagner a en fait été l'instigatrice de l'influence russe en Afrique par tout un tas d'organisations, pas uniquement des organisations militaires. Cependant, ce que nous, on constate depuis 2023 et la mort d'Evgeny Prigojine, c'est que ça a précipité un espèce de processus d'officialisation des opérations menées à l'origine sous couverture. Et dans le contexte militaire, c'est d'abord le ministère des Armées russe, avec le corps d'armée Africa qui est en train d'investir les opérations militaires que Wagner avait dans le Sahel. Et du point de vue médiatique, le Kremlin officialise un certain nombre de ses partenariats avec des médias locaux et Russia Today. C'est le cas, par exemple, des États d'Afrique occidentale, la Centrafrique, le Mali, le Niger, qui sont des États où on a une influence des médias panafricanistes. Le panafricanisme, c'est une idéologie qui est anticoloniale et également anti-française. Oui. On sait que suite à la fermeture, par exemple, de RT et de Sputnik, des opérateurs francophones de RT passent très souvent à la télévision dans ces chaînes panafricanistes. C'est le cas de Afrique Média TV dont on traite dans le rapport. Donc vous nous dites en gros que c'est la France aussi qui est visée. Le message en Afrique, c'est de dire que la Russie est un bienfaiteur bienveillant à l'inverse de la France, la colonisatrice. C'est vrai, c'est un message qui fonctionne tout à fait bien et qui est utilisé, par exemple, qui était déjà utilisé quand Wagner était présent, parce que Wagner a tourné une série de films, on les a accusés d'avoir également produit des espèces de cartoons, de dessins animés où on se moque ouvertement de la France. Mais c'est pas la seule, j'ai envie de dire victime, c'est pas le seul objectif. Il y a aussi un narratif anti-occidental et un narratif qui sert les intérêts politiques de la Russie. Par exemple, sur la question du grain. Si vous voulez, les Occidentaux ont été accusés de ne pas trouver de solution au blocus du grain et à la crise, à la famine que ça pouvait générer dans les États africains qui dépendaient de l'import de grain ukrainien, alors que c'est la Russie originellement qui a bloqué ce grain en bombardant les infrastructures portuaires ukrainiennes. Mais dans les médias africains, du fait de leur collaboration avec Sputnik et RT, ça n'est pas transparu.
C'est un sacré défi hein, pour les médias, pour les démocraties, qui plus est en 2024, avec des dizaines d'élections à venir, notamment l'élection américaine. C'est quoi la stratégie de contre-offensive? Est-ce qu'il y en a une déjà? Je pense qu'on peut déjà se féliciter un petit peu de l'organisation comment dire, notre réponse et comment Viginum intervient en tant qu'organisation parce que on peut certes comment dire, faire du débunkage de ces opérations une fois qu'elles sont venues, mais on peut aussi avoir une attitude un peu plus proactive. Est-ce qu'on a remarqué, par exemple, depuis cette attaque sur les réseaux sociaux qui avait répandu cette idée selon laquelle il y avait des tags d'étoiles de David qui étaient apparus dans Paris après l'attaque du Hamas contre Israël. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la France avait vraiment une attitude proactive et qu'elle était capable de combattre ces opérations de désinformation en étant, comment dire, en collaborant de manière institutionnelle avec des chercheurs, mais aussi avec ces ministères, et qu'elle avait une attitude qui était beaucoup moins passive. Alors, bien sûr, 2024, pardon, est une année à élection, donc c'est une année extrêmement importante, et on sait déjà que, par exemple, sur les opérations comme Doppelganger, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, la Russie utilise ces leviers des manifestations des agriculteurs, par exemple, ou des allocutions que fait Emmanuel Macron en disant qu'il faudrait envoyer des soldats français en Ukraine. Et on peut se prémunir contre ces attaques. Pour cela, il faut que les plateformes collaborent, il faut que la société civile soit aussi résiliente. Et je pense qu'il faut qu'on continue à faire la recherche qu'on fait déjà. Le problème, c'est qu'il y a des relais aussi ici en France, relais politiques notamment. Oui, alors je pense que vous faites un peu allusion au Rassemblement national et à Marine Le Pen. Il y a des relais politiques et il y a des relais qui sont médiatiques. On a des agents qui travaillent pour Russia Today, qui travaillent pour la Russie, qui sont des personnes qui étaient intégrées dans nos sociétés de manière complètement transparente. Je pense que vous avez vu que des journalistes, par exemple, journalistes d'Euronews qui avaient travaillé à Euronews pendant des années, étaient en fait une agent russe qui avait ensuite travaillé pour RIA Novosti, une des agences de presse russe. Et c'est pas un cas qui est isolé. Il est vrai qu'il y a un certain noyautage de la part de nos organisations par la Russie. Cependant, je pense que du fait du poids de la guerre et du fait que l'on se rende compte de cette influence, on est de mieux en mieux capable de la mesurer et de pouvoir y répondre. Merci infiniment, Valentin Châtelet, pour vos précisions suite à la publication de ce rapport passionnant que sort The Atlantic Council, qui est bien sûr à retrouver sur le site. Merci pour votre commentaire.